Engel. Excuse-moi, j'ai un En mode avion, avec Fred Testo. C'est normal. Bah écoutez, donc je le dis, voilà, aujourd'hui nous sommes en mode avion avec Paloma et Mathieu. C'est très marrant parce que c'est l'audio et on a toujours l'impression qu'on est quand même filmé parce qu'on ne sait pas trop dans ce monde-là. D'ailleurs, je me demande si les salières et le poivrier sont pas... Il n'y a pas des mini-caméras. Enfin bref. Donc nous sommes aujourd'hui à la réserve qui nous accueille avec une distanciation sociale magnifique. Et nous saluons le chef Jérôme Banquetel, qui est un homme formidable, qui a 2 étoiles et qui est en route pour la 3e étoile. Voilà. Donc, Paloma. C'est moi. Qui es-tu ? Pourquoi es-tu là ? Tu sais que moi, j'adore rencontrer des gens. C'est toujours l'objet de ce podcast, c'est de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas forcément, qui sont pas forcément amis, qui peuvent être concurrents ou pas, qui n'avaient pas envie de se rencontrer. Et moi, je les oblige à se rencontrer aussi. D'ailleurs, il y a une 4e personne en général qui écoute ce podcast et qui se dit je vais manger avec eux, putain, ils ont l'air vachement sympas. C'est qui Paloma ? C'est qui Mathieu ? Ouais. Donc Paloma, voilà, si tu devais te présenter comme ça, tu dirais quoi par exemple ? Je suis la meilleure pote de Matt. Déjà, voilà. c'est pour ça que je suis là. Meilleur pote, meilleur ami on peut dire même. C'est mon meilleur pote, mon meilleur ami, ouais. Déjà c'est intéressant. Ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Ça va faire... 5 ans, 6 ans ? un peu plus. Parce que moi, ça fait une semaine. Non, ah oui, quand même, donc c'est récent. On s'est rencontrés sur Tinder avant-hier. Et en fait, je voulais pas venir tout seul ici. Donc, je bois tout de suite. Non, on s'est rencontrés... Non, il y a presque 8 ans, enfin 7 et 8 ans. Oui, t'as raison. Que ça fait 6 ans que je suis à New York et je t'ai rencontré au début, avant que je parte à New York, quand je me suis installé à Paris. Donc c'était il y a 7 ans. Ouais, voilà, d'accord. Donc Paloma, tu es comédienne et Mathieu, tu es danseur. Ouais. Et après, tout ça évolue évidemment. Exact. Bah ouais, en fait, on s'est rencontrés par un de nos super potes aussi. On a passé un week-end à la campagne, on s'est trop marré et nous, on s'est plus jamais quittés. Et en fait, on est rentrés. J'avais pas pris son numéro et j'ai envoyé un message à notre autre pote. J'avais une tape à faire pour un casting et j'avais adoré l'énergie de Mathieu et j'ai dit à Martin, donne-moi le numéro de Matt, s'il te plaît, faut qu'il m'aide pour mon casting. Et voilà. C'est vrai qu'il a une sorte de rayonnance, une sorte de positivité, cet homme-là. Je dis pas ça parce que t'es à côté de moi et que tu pourrais... Je sais pas si parlait de moi ou de Martin, je me suis dit, de qui est-ce qui parle ? C'est vrai que t'as un truc communicatif où on a envie d'être pote avec toi tout de suite, en tout cas de discuter déjà. Ok. Déjà, tu attires ton prochain dans une positivité assez énorme. C'est gentil. Non, mais c'est vrai que même quand on s'était rencontré avec Paloma, donc notre ami en commun qui est un garçon très drôle et un peu foufou. Et, oui, il y a des foufous. Oui, il y en a des très foufous même. Et non, puis on avait vraiment passé un super moment. Et moi, je venais d'arriver à Paris, donc je connaissais pas encore grand monde, parce que j'ai quand même grandi à Genève. Je venais un peu de temps en temps à Paris, mais j'avais pas beaucoup d'amis ici. Oui, parce qu'il faut préciser que tu es un jeune Français qui a vécu presque tout le temps à l'étranger. Ouais, donc pour moi, pour la petite histoire, donc je m'appelle Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Je m'appelle Mathieu Paul Yannick Forget, si tu veux savoir tous mes noms. Voilà. Hop, maintenant t'as la belle intro. Je suis né à Neuilly-sur-Seine, j'ai grandi à Genève. L'été, j'étais à Biarritz. Et après, je suis parti vivre 4 ans à Santa Barbara, puis 1 an à Los Angeles. Puis je suis rentré à Paris, là où j'ai rencontré Paloma. Et maintenant, ça va faire 6 ans que je suis à New York. Et je fais des petits allers-retours de temps en temps en Europe aussi pour certains projets. Et j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. Et là, je ne sais pas où je vais être 2020, fin 2020, fin 2021. France récupère Mathieu Forget. Non, parce que c'est intéressant d'avoir justement d'être français mais de l'étranger en fait. Ouais. Parce que tu as donc une double ou triple culture. Ouais, presque. Et ton regard sur la France, c'est quoi ? En tant que comédien, danseur, auteur, producteur. Il y a beaucoup. En fait, à l'époque, j'étais pas fan de la France. Je vais pas te mentir. Non, mais c'est intéressant de savoir. J'ai toujours été attiré en fait par les US depuis que j'ai 14-15 ans en regardant à la télé les clips de Usher, de Michael Jackson, ces gens-là. C'est vraiment ce qui m'a... En fait, le show à l'américaine m'a toujours impressionné et me faisait rêver. Et donc, à partir de... Voilà, quand j'ai découvert moi un peu la danse et tout ça, je devais avoir 14-15 ans. Et je me suis dit, moi, je veux danser derrière Usher sur la plus grande scène au monde. C'est comme ça que ça a un peu commencé. Puis après, tu as eu les films américains, You Got Served, Breakdance, tous ces genres de films qui m'ont énormément inspiré. Donc, mon deal, c'était un peu de partir là-bas. Et moi, pour moi, la France, j'étais à Genève, mon petit cocon. Ouais. La France, c'était Biarritz, c'était où je faisais des tournois de tennis, donc c'était un peu cool, relax. Et donc c'était Genève, Biarritz. Après Paris, je ne connaissais pas trop, donc j'avais, je pense, une idée de la France qui était aussi assez privilégiée et un peu différente de tout. Puis en fait, en évoluant là-bas, pendant longtemps, la culture française m'intéressait pas énormément. Et en fait, j'étais tellement préoccupé, j'avais un tel
j'idéalisais tellement les États-Unis que je me suis dit, je vais tout faire là-bas, je vais vivre là-bas, je vais me marier là-bas, je vais faire l'argent là-bas. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait 10 ans que je suis là, que je suis parti, et ben, je reviens un peu aux sources. Et je m'inspire aujourd'hui et de ce qui me fait moi, en fait, de la France, du savoir-faire français, de la culture. Et j'essaie aujourd'hui d'amener ça dans mon travail. D'une manière ou d'une autre. Donc parce qu'il y a quand même il y a une richesse dans l'histoire de la France, il y a une richesse dans le savoir-faire français, que ce soit autant dans la nourriture que dans la mode, que dans l'art. Et pendant longtemps, j'ai un peu mis de côté parce que pour moi, c'était les US c'était les big boss et les Français, c'était, je sais pas, c'était des gens qui n'existaient pas trop pour moi. Quand on est plus jeune, c'est aussi ce qu'on se dit, on a toujours un idéal. Ouais. Et finalement, en grandissant, on se rend compte qu'il y a un mix de nous ou des autres. Et on devient plus, on se tourne plus vers une mixité en tout, en fait. Mm-hmm. Et j'ai l'impression en plus que votre génération, parce que mine de rien, on a quelques années d'écart, même si je suis très jeune, et je veux pas donner mon âge, mais dans 4 ans, pour mes 30 ans, je ferai une grosse fête. Voilà, je le dis. Voilà. Après, vous ferez la déduction par rapport à mon âge, donc je reste quand même assez jeune, mais j'ai l'impression que vous, votre génération, vous êtes multiples, en fait, dans ce qui est possible de faire, dans des métiers même qui vont exister, qui n'existent pas, et dans la façon de... Vous n'êtes pas dans un seul job, vous avez plusieurs choses qui vous passionnent. Alors, je suis d'accord. Toi, tu es comédienne et tu fais d'autres choses. Je suis comédienne, je fais aussi un petit peu de mannequinat depuis que je suis toute petite. Voilà, tu vois, déjà, ça fait 2 trucs. Ouais, mais après, c'est quand même assez lié, on va dire. Ouais. Et puis, j'ai fait de la musique aussi pendant longtemps, et il n'y a pas très longtemps, j'ai créé une asso. Ouais. Voilà, 4 choses, tu vois, ce que j'ai dit. Et maintenant, j'aide les mamans en difficulté. Donc voilà, et après j'écris aussi de mon côté. Mais moi aussi, j'habite aux États-Unis, j'ai fait mes études là-bas, et en cinéma, en art et en communication. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée à Paris, j'avais pas fait de choix en fait, parce que j'ai fait des photos depuis toute petite. Après, j'ai ajouté à ça le théâtre, à mon adolescence, la musique aussi. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, là où on t'explique que tout est possible et plus t'en fais, mieux c'est. Ouais. Moi, je suis rentrée à Paris en me disant, ok, j'ai pas fait le conservatoire, j'ai pas fait de cours de théâtre. Tu voyais tous les autres qui avaient des formations de ouf. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai aucune légitimité à faire ça. Donc, faut que j'apprenne comment se passe ce milieu. Et en fait, j'ai bossé dans une boîte de prod. Je suis allée toquer. Alors, en revanche, je l'ai fait à l'américaine parce que j'ai toqué à la boîte de prod. J'ai dit à la meuf à l'accueil, j'ai dit, bonjour, je veux travailler pour un tel. Elle m'a dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas comme ça, madame. C'est pas comme ça qu'on fait. Et j'ai dit, si, voilà mon CV, appelez quelqu'un. Et en fait, il y a un mec qui est descendu, qui a pris mon CV et ils m'ont embauché 3 semaines plus tard. Et donc en fait, tu avais acquis le truc le plus dur au monde, c'est d'avoir de l'assurance et tout est possible sans être prétentieux du tout. Bien mais c'est sûr. Que tu crois à 100% en toi et t'as pas peur en fait. Parce que c'est ça le plus difficile. Mais non, enfin, moi, c'est un peu con cette phrase, mais je me dis que quand on veut un truc, on l'a quoi. Si on s'en donne les moyens et qu'on est capable de pas rester dans son carcan, tu vois. C'est vrai qu'en France, on a quand même cette fâcheuse tendance à mettre des cases, à dire si tu fais ça, tu peux pas faire autre chose. Bon, aujourd'hui, t'as raison, la génération, mais même celle en dessous de la nôtre quand même, est vachement plus ouverte. Mais parce qu'en fait, ils ont des combats, ils ont des vrais sujets. On est au courant de plus de choses aussi. Par exemple, l'écologie, aujourd'hui, il n'y a pas un jeune à partir de 6 ans, je pense, qui connaît pas l'écologie ou qui se dit pas que c'est important de faire attention, éteindre la lumière, couper l'eau, pas jeter du plastique, ou pas s'en servir même. T'as la culture. Enfin, je sais que moi, sur la génération de mes parents, par exemple, la sexualité, c'était quelque chose quand même de bridé, de tabou. Tu vois, aujourd'hui, l'homosexualité, je veux dire, chez des mecs de 15-20 ans, en fait, tout le monde en parle et tout le monde est très ouvert sur le sujet. Et tout le monde est accepté comme il est, en fait. Tu vois, il y a plus de sujet, en fait, là-dessus. Il n'y a plus de sujet, Et c'est génial, parce que c'est là qu'on se rend compte, en fait, que cette génération est vachement plus ouverte et beaucoup moins dans le jugement, en fait. Ouais, complètement. C'est super parce que du coup, c'est un bon présage. Là où moi, je suis quand même très flippée par les réseaux sociaux, les TikTok, les trucs où tu vois, les gamins ont quand même accès à plein de trucs et qui peut parfois leur défoncer le cerveau. Parce qu'en fait, ça leur montre aussi que maintenant, tu peux réussir sans forcément travailler, tu vois, ou t'as oui, alors ça, c'est un super débat d'aujourd'hui, justement, sur tous les réseaux sociaux, de ce que tu peux ne rien faire ou juste filmer ta vie, entre guillemets, et devenir milliardaire comme Kardashian. Ouais, mais quand tu vois comment Mathieu utilise les réseaux sociaux, c'est génial. Parce que, tu vois, ses photos, ses danses, en fait, t'as un vrai côté artistique. Il raconte un truc à travers son travail. Et en même temps, ça touche. Je suppose que t'as des gens qui te suivent qui ont 15 ans et t'as des gens qui te suivent qui ont 40 piges, quoi. Bien sûr. T'as une vraie plus-value, en fait. En fait, il y a tout un côté des réseaux sociaux qui sert à rien, je pense. Juste à des gens, peut-être
de cracher dans la soupe ou Moi, sur je son trouve voisin. ce qui a été Mais super le reste, c'est intéressant, génial. ce qui est hyper intéressant avec les réseaux sociaux, c'est l'évolution qui a même eu. Moi, à l'époque, en fait, quand j'ai rencontré notre ami en commun, Martin, c'était à l'époque, c'était un influenceur. Il avait fait un peu de télé-réalité, il avait fait plein de choses, il était un petit peu connu, il avait, je sais pas, c'est peut-être 50, 60 000 personnes qui le suivaient à l'époque. Il sortait avec une super belle mannequin et ensemble, c'était même un peu avant, ça se passe aujourd'hui, c'était le couple qui voyageait partout dans le monde, dans les îles, dans les hôtels, ils se prenaient en photo, ils gagnaient de l'argent comme ça. Donc c'était un peu une vie où je me disais... C'est assez étonnant, d'ailleurs, de dire que c'est possible. Et je comprenais pas en fait le mécanisme. Et en plus, alors encore, lui, tu vois, il comprenait un peu les réseaux sociaux, c'était quand même un stratège dans le digital, et puis il aidait énormément cette fille dans sa carrière. Mais il y avait beaucoup de gens, moi je comprenais pas sur les réseaux sociaux, des belles nanas comme des beaux mecs qui... Juste parce qu'ils avaient une bonne gueule, ils savaient un peu se prendre en photo, pouvaient atteindre des centaines ou des millions de followers et vivre une vie de rêve et en plus gagner beaucoup d'argent. Moi, au début, je pensais que tu gagnais pas d'argent. Je me disais, tu voyages dans le monde entier, tu vis gratos. Mais après, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'argent derrière. Je me suis dit, mais attends, mais je comprends pas pourquoi ces mecs-là n'ont, je trouve, moi, aucun talent vrai, à part ils sont nés beaux et ils savent un peu se prendre en photo. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi un certain talent pour réussir à bien mettre en valeur. C'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de beaux mecs, il y a plein de belles nanas. Pas tout le monde arrive à être aujourd'hui connu sur les réseaux sociaux. Mais là, je te parle déjà de ça il y a 7-8 ans, tu vois. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux. Alors que moi, qui m'arrachais, qui m'entraînais, j'ai joué au tennis pendant longtemps. Après, j'ai fait de la danse, je faisais des étirements, je faisais de la muscu, je faisais des saltos, je me cassais les coudes, j'avais mal de partout. Je me disais, mais moi, j'ai 1000 followers, et je mets une photo, j'ai 20 likes, je comprends pas, quoi. Alors que mon pote, il est juste beau gosse et il fait 5000 likes. En fait, ça m'a un peu énervé, de ce côté-là, et je me suis dit, c'était un peu un challenge même d'un autre côté. C'était pour moi un challenge de me dire comment je peux réussir à casser un peu le système et à trouver, moi, quelque chose qui marche. Oui. Et donc, je suis passé par plein de choses. Alors, à un moment donné, j'ai essayé de faire un peu le mannequin, faire le beau gosse. Pas marché. J'essaie de faire quand je t'ai rencontré, je faisais des vidéos un peu drôles. J'essaie de faire un peu comédien. Tu sais qu'il y avait Vine à l'époque qui cartonnait ces vidéos de 15 secondes. Et tu avais des comédiens qui aujourd'hui sont très connus et réussissent dans le même du cinéma aux US. Avec Vine? Ah oui, aux US, t'as qui se sont après reconvertis sur Instagram puis YouTube. Bon, bref, on en parlera après. Et donc ça n'a pas marché, mais la comédie, ça a commencé un petit peu à prendre à certaines blagues, certains copains qui me disaient « Ah, c'est pas mal ton petit concept », j'avais été reposté une ou deux fois, j'étais comme un dingue. Et en fait, je suis arrivé à New York, et en arrivant à New York, le premier plat arrive. Le premier plat. Premier service, tout à fait, avec un carpaccio de Saint-Jacques, épices thaï et crème de Ziste pour commencer. Ah oui, là, on la fraîcheur un peu... Là, c'est le haut niveau. C'est Merci. très beau. Je suis trop heureuse. Avec plaisir, bonne dégustation. Merci. Tu sais qu'en plus, là, tu as une personne aujourd'hui qui gagne de l'argent, elle va prendre son téléphone, elle va prendre une photo de ça, elle va poster, elle va taguer, elle va gagner de l'argent. Enfin, c'est quand même fou de te dire aujourd'hui que ça a évolué jusqu'à ce domaine. Enfin bref, pour revenir à ma petite histoire. Donc, je dansais et je me suis dit, en arrivant à New York, je continuais à faire mes vidéos drôles qui ne marchaient pas. Et j'avais des copines qui travaillaient dans la finance et qui avaient des belles photos sur Instagram. Je me disais, mais attends, elles sont magnifiques tes photos. Je dis, mais elles viennent d'où ces photos? Ah, moi je travaille avec un petit photographe, il me les fait gratos pour rigoler. Je dis, ah bon Ah, tu devrais shooter avec lui. Ok, je vais aller, pourquoi pas. Je contacte le mec, on fait un petit shoot. Tout d'un coup, j'ai 3 photos de dingue sur mon feed. J'étais tellement heureux. Et après, je l'ai fait avec 2 autres photographes au fur et à mesure. Et après, en fait, je me suis dit, mais attends. Et là, je réalisais que, de toute façon, vu que tu avais une nouvelle qualité sur les réseaux sociaux, les photos étaient plus belles, tout d'un coup, tu as plus d'interaction. Donc déjà, élever la qualité, intéresser les gens plus. Donc je me suis dit, moi je suis danseur, j'ai besoin de photos. Mais un photographe, il a besoin de prendre des gens en photo, si c'est un photographe portrait ou un portrait de danse. Donc j'ai commencé à contacter, moi, des photographes en direct et de leur dire, voilà, je m'appelle Mathieu, comme à ce déjeuner, voilà ce que je fais. J'ai un concept, j'adore ta vision, j'adore ce que tu fais. Ça te dirait de faire une petite collaboration. Et je venais tout de suite avec un projet leur disant, j'adore ta photo que tu as faite à Times Square vers 3h de l'après-midi, il y avait une super belle lumière. Est-ce que ça te dirait de faire quelque chose dans le même délire, mais sauf que moi, je fais une pause de danse. Et en fait, j'avais peur parce qu'à l'époque, on parle encore où j'avais peut-être 2000 followers. Et là, je connectais avec des mecs qui avaient peut-être entre 5 et 10 000. Donc pour moi, c'était waouh, si les mecs me répondent, c'est ouf. Et les mecs m'ont répondu dans l'instant. Enfin, peut-être sur 10 mecs, t'en as peut-être 2 qui t'ont dit non, moi, il faut me payer pour le faire. Bon, très bien, je respecte. Et d'autres qui disaient, je suis chaud, viens, on se retrouve demain à 5h. Bon, super. Et j'ai commencé comme ça. Et en faisant ces collaborations, j'ai essayé une photo dans les airs qui a été prise. Donc, t'avais l'impression que je volais. Je l'ai mise. Tout d'un coup, ça a doublé en termes d'interaction. Les gens disaient, c'est incroyable comment t'as fait et tout. Alors, pour moi, c'était juste... ça a parlé à des gens, ça t'a dépassé en fait. Ouais, et j'ai pas trop compris. Et vu que je voyageais beaucoup à l'époque, j'avais un job, j'étais directeur artistique pour une boîte, on avait des clubs où tu jouais au ping-pong quand même.
En picolant. En picolant. Ouais, boîte de billes où je joue ping-pong. Ping-pong rosé, oui, c'est connu le ping-pong Voilà, rosé. ouais. Ça, c'est vieux comme... Voilà. Et donc... J'ai même fait du foot rosé, foot club rosé, moi j'ai même fait. Tu vois, je peux te dire... Ouais, des concepts... Ballon badge. Et on en parle là, à quel point c'est bon ça? Oui, c'est très bon. Bah C'est là, très bon. voilà. Hein. Jérôme Banquetel, 2 étoiles, La Réserve, Paris. Restaurant Le Ça change du Gabriel. Mac, hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est marrant, tu vois, quand tu parles de génération, moi je me disais à l'époque, quand je suis rentré à Canal, eh ben, on parlait même pas d'audience. Tu vois, il y avait pas on n'y pensait même pas. Ouais. On se disait, en fait, Vraiment la chance qu'on a de faire des choses, tiens, on nous donne la possibilité de faire des sketchs, d'écrire, ou d'avoir des auteurs, ou de bosser en bande, d'avoir des déguisements, des trucs, mais personne ne parlait d'audience sur cette chaîne. Jamais de rentabilité, jamais de... Non. Putain, c'est ouf. Et donc, tu vois, c'est encore autre chose. C'était juste, nous, être contents de pouvoir faire des choses, déjà d'avoir la possibilité de faire et de montrer Alors à des gens qu'aujourd'hui, c'est tout de suite... des choses l'oppose. humoristiques. Aujourd'hui, c'est tout de suite... Ouais, on parle tout de suite, pour quoi que ce soit. C'est quoi la visibilité? T'as combien de followers? T'as combien de visibilité? Et donc, je pense que c'est un côté qui est bien et un côté qui est néfaste aussi, parce que tu vas avoir des acteurs comme des danseurs, comme je pense tout type d'artistes qui vont être bookés. Ils sont pas vraiment talentueux, mais ils ont été très bons d'un point de vue business pour créer leur marque et avoir aujourd'hui une fanbase incroyable, et qui vont être bookés pour ça, mais qui sont pas bons dans ce qu'ils font, mais juste ils ont des followers, donc bref. Comme pas les gens à télé-réalité sont des gens qui gagnent tellement d'argent, mais qu'aujourd'hui, moi personnellement, ne m'inspirent pas. Attends, je suis très heureux pour eux, c'est très bien. Mais c'est des gens qui m'inspirent pas énormément. Et des fois, tu vas avoir des monstres dans leur milieu qui sont des super acteurs, des super artistes qui ont fait le conservatoire, qui savent vraiment ce qu'ils font, mais ils n'ont pas cette petite fanbase, donc ils sont pas pris. Alors après, j'ai vu qu'il y avait aussi un indice pas de rentabilité, mais d'impact, selon les comptes des gens. Ouais, parce que tu peux avoir tant de gens qui te suivent, mais en fait, tu as très peu de pourcentage d'impact. Ouais. Alors que tu peux avoir moins de gens qui te suivent, mais avoir un fort pourcentage d'impact si demain on t'associait à une marque. Mais les marques te demandent, hein. Enfin, moi j'ai l'impression aujourd'hui de ma petite analyse. Après, je suis analyste financier à la base, hein, c'est mon premier métier. Moi, voilà, j'ai l'impression qu'en fait, ça c'est... Avant, à l'époque des parents, ou des grands-parents, il y avait 6 chaînes, et puis après, il y a eu plein de chaînes, et puis après, il y a eu Internet, en gros. Et donc, on est passé du café-théâtre à Internet, en passant par Canal+, quoi, pour les gens à découvrir. Et aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup plus cloisonné. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quelqu'un qui s'intéresse au vin va parler à sa clientèle du vin. Celui qui s'intéresse au string et aux photos de plage va parler aux gens string photos de plage. Celui qui s'intéresse aux dents et moustaches va parler aux gens dents et moustaches. Très bonne passion, les dents et tu vois, la catégorie dents moustaches. La catégorie café club va s'intéresser, va envoyer. Et j'ai l'impression que tout est plus cloisonné, c'est-à-dire la pub, les gens et. Mais moi, j'ai vu en fait, il y a une évolution quand même, il y a une évolution progressive. Au début, tu avais, comme tu dis, c'était la télé et les magazines. Puis après, les réseaux sociaux sont arrivés. Donc après, les gens ont commencé un peu à s'y intéresser. Puis après, tu devais être sur tel site. Puis après, tu as eu un peu les réseaux sociaux. Puis après, c'était combien tu as de followers. Les gens regardaient juste combien tu avais de followers. Tu avais 700 000 followers, tu étais une star. Tu avais 1000 followers, tu étais personne. Après, les marques ou les gens ont réalisé que tu peux avoir 700 000 followers, mais comme tu dis, tu n'as pas d'impact. Des fois, tu peux en lâcher, ça peut être des faux followers. Aujourd'hui, les gens vont tellement en détail que tu peux avoir aujourd'hui 10 000 followers, mais avoir une interaction énorme et être payé plus que quelqu'un qui a 700 000 followers et qui en fait fait 1000 likes par photo, par exemple. Et tu le vois aujourd'hui, moi je connais des gens malheureusement, je vais pas le dire de nom, mais en fait ce sont des faux influenceurs parce que, certes sur papier, 700 000, incroyable, mais quand tu regardes vraiment l'interaction, combien de gens parlent avec eux, combien de gens de likes, combien de gens laissent de commentaires, mais moi j'ai 6 fois plus, et alors que j'ai 70 000, c'est quand même beaucoup. Puis tu vois par exemple Paloma qui pour le coup, moi je comprends pas pourquoi Paloma elle a pas plus de followers, donc si vous m'écoutez là, allô tout le monde, suivez Paloma Cocan sur Instagram tout de suite, merci. Non, mais c'est marrant parce que ça, les followers, c'est l'audience, par exemple. Moi, après, quand à un moment donné, l'audience est intervenue, quand j'ai connu ça, par exemple, des entrées au cinéma, ou bien l'audience à la télé, tu vois, d'une série ou d'un film à la télé, ou un film au cinéma, les entrées, c'est là où ça intervient. Et c'est la même chose que les followers d'aujourd'hui. Sauf ça existe encore, ce dont tu parles quand même. C'est quand ça même existe très toujours. important. Ça existe toujours, bien sûr, c'est important. C'est pour ça qu'il y a des gens on disait au cinéma, tiens, un tel est bankable ou pas, il ramène des gens ou pas. Pareil à la télé, après avec des échelles de valeur différentes. Après, il y a un accès aussi pour tout le monde, parce que demain, j'ai l'impression que ça s'est démocratisé en
c'est un peu de la restauration rapide pour certains. On survole un peu des sujets, mais ça peut être la star du mec qui lève mieux les barrières qu'un autre. Toi, n'importe qui aujourd'hui, en fait, le quart d'heure d'Andy Warhol, aujourd'hui, c'est possible pour tout le monde. Mais ça, Après, tu parles de ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah, Aujourd'hui, oui, c'est ça que ça. oui. Avant, tout était beaucoup plus restreint. Il Ouais, n'y avait bien pas sûr, beaucoup oui. d'espace. Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Ouais. Donc, pour arriver numéro 1 de la chanson, fallait. Aujourd'hui, tu peux être numéro 1, mais peut-être tu vas être numéro 1 pendant 15 jours, en fait. Et c'est fini après. On n'entendra plus jamais parler de ta. Les gens feront jamais de carrière, par exemple. C'est ça qui est assez étonnant. On peut faire une carrière de 15 jours aujourd'hui. Ouais. Ou de 2 ans. Même un C'est vachement. buzz. Regarde Ouais, Kim ou Kardashian. Kim Kardashian, un aujourd'hui, buzz de c'est 9 minutes. l'idole Ouais. des États-Unis. L'idole. Après, peut-être qu'elle a décomplexé aussi des gens. Bien Par sûr, rapport, mais attends. tu vois, c'est non, une femme pulpeuse avec de jolies formes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Et qu'elle a décomplexé. Non, mais c'est vrai. Peut-être Non, que mais c'est bien ça aussi sûr, son succès. Bien sûr. Et qu'elle est mais- accessible à tous. Qu'on est chez elle, la milliardaire, on est chez elle. Et elle a des problèmes aussi avec son chat. Elle a aussi des problèmes de familles. gros sel. Il faut mettre du gros sel dans une salière. Et c'est assez compliqué de changer une salière. Elle a ses problèmes Peut-être qu'elle a des gros comme. problèmes. Bah, les problèmes comme tout le monde. Est-ce qu'elle est finalement la milliardaire proche de tous, alors qu'avant, voir un milliardaire, c'était impossible. Aujourd'hui, Oui, on a, oui. avec les réseaux. Après, est-ce que c'est bien ou pas bien Bah non, tu sais d'où parle le succès de Kim Kardashian, Allez-y, quand même. justement, c'est là que j'allais vous interroger, Paloma, parce que ça commence à devenir intéressant. De toute façon, au bout de 2 verres d'eau, ce podcast devient intéressant. Ça C'est part. les études qu'on a pour l'instant. D'ailleurs, ce serait bien de nous resservir de l'eau si quelqu'un est là pour servir de l'eau. Paloma, votre analyse sur Kim Je Kardashian. pars sur une info qui est hyper. Non, mais c'est très intéressant ce Non. que vous racontez Kim par rapport à Kardashian, l'évolution du monde. aujourd'hui, malheureusement, le monde dans lequel on vit est quand même vachement basé sur ça. Sur ce qui se passe sur... Superficiel. Bah ouais, tristement. Ouais. Et Kim Kardashian, c'est quand même une nana qui part d'une sextape. Voilà, non, mais c'est intéressant de Donc, le rappeler. l'espace libre d'expression qu'est Instagram, où du coup, il n'y a aucune police, à part les mecs qui sont là pour te dire « Je déteste ce que tu fais, connard !» Et derrière, il ça, n'y a c'est plus flippant. personne. Ça, c'est flippant. Tu vois, aujourd'hui sur Instagram, tu te mets torse nu, on ne dira jamais rien. Je me mets torse nu, j'ai pas le droit de poster la photo. T'es censuré et bam, on enlève ta photo direct. Parce que on sexualise le corps de la femme alors que le corps de l'homme, pas du tout. Ouais. Et le succès de Kim Kardashian, si tu veux, il part quand même d'une sextape, alors qu'elle n'était pas encore sur Instagram, mais c'est un truc qui a été diffusé sur Internet. Alors, je ne m'explique pas comment ce truc a fait un buzz, en fait. Qu'est-ce qui, du coup, a rendu fou les gens et a rendu cette nana si célèbre et si riche, et toute sa famille en a profité. Ils sont tous devenus aujourd'hui les présidents des États-Unis, alors que, si tu veux, ils font rien, en fait. D'ailleurs, moi, j'ai voté pour Kanye West. Mais t'as bien fait. Je trouve que c'est une lui valeur qui peut sûre. sauver le monde. Enfin, moi, je l'avais voté pour lui en tant que président monde. Parce que c'était le... Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant. Hein. Donc cette nana aujourd'hui, elle a plus de pouvoir que n'importe qui auprès des jeunes. Et sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, c'est une idole. Donc tout le monde s'identifie à Kim Kardashian aux États-Unis ou ailleurs, et elle donne quelque part pour moi un mauvais exemple parce que en fait toutes les petites gamines vont se dire bon alors si réussir dans la vie c'est mettre une photo de son cul et de devenir célèbre, pourquoi je le ferais pas puisqu'en fait c'est quand même bien plus facile que de te taper un master ou te taper 7 ans d'études pour gagner 1200 balles finalement, tu vois. À quoi bon trimer si en fait il y a la simplicité comme ça. C'est ça qui peut faire flipper en général dans tout ce qui arrive, c'est le niveau jetable, restauration rapide dans le mauvais sens. De tout l'artistique, quoi. C'est flippant. Si c'est ça, demain, être connu parce que tu montes ta tête en string. Moi, je pense que tout projet artistique aujourd'hui, c'est un peu un balancier entre l'artistique et le business. Et je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus primé sur l'artistique et sur l'écriture et sur même les spectacles de danse, comme les films, c'était vraiment sur l'idée et comment tu partageais cette idée et comment tu l'as montrée devant le public. Mais aujourd'hui, le côté business est aussi important que le créatif. Donc, dans n'importe quel projet que tu fasses, une petite collaboration sur Instagram ou un gros film à des millions de dollars, tu vas toujours avoir, ils vont prendre le super réal qui artistiquement a fait ses preuves, mais ils vont peut-être prendre une actrice ils vont prendre un très grand acteur et derrière, en costard, une petite actrice, mais qui est très connue sur les réseaux sociaux tu vois, c'est toujours ce mélange. Très marketing, quoi. Voilà. Alors, en tout cas, aux États-Unis, après en France, je pense moins, mais non. Enfin, tu commences à voir de plus en plus, en tout cas. En France, si tu montes pas ton film si t'as pas de nom, ou alors tu fais un film avec 2 millions, quoi. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi, Fred? Même en France, j'ai l'impression que t'as ce sont toujours les grands acteurs. Enfin, je vois pas. Ce sont toujours les grands acteurs qui font les grandes affiches. T'as pas un influenceur français qui va faire l'affiche d'un film en France. C'est que j'ai pas l'impression, en tout cas. Ils ont tenté, mais ça a pas marché. Aux États-Unis, aux États-Unis, tu peux voir des filles qui sont bookées. Le dernier film de Michael Bay, par exemple, je crois que c'est Sophia Carson qui joue.
Toi, tu sais pas qui c'est, C'est Sofia qui? Carson? Bah Non. voilà, et Sofia Carson, je crois qu'elle a 20 millions de followers, et elle était sur Pretty Little Liars, elle avait une petite Oui, mais série eux, télé et tout. leur business plan du cinéma américain, il est fait aux États-Unis. Et après, voilà. c'est de la plus-value en fait, ce qui se Ouais, fait en ouais. dehors de chez eux. Mais déjà chez Non, eux. mais c'est vrai que c'est flippant. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est que ça fait peur, Moi, tout je te ça. dis, je suis confrontée à ça en fait, où il reste 3 actrices dans le casting, et puis on te dit, bah désolé, mais finalement. Ils ont pris une tête d'affiche, quoi. Mais je comprends, après, la conjoncture actuelle fait que. Moi, j'ai jamais compris ça parce que je pense que tu pars d'une histoire et tu penses à des rôles de gens. Mais bien donc, sûr. il y a des directeurs de casting ou des directrices de casting qui disent bah, je pense que cette personne, après, on connaît pas tout le monde, mais le côté bankable, pour moi, il n'existe pas aujourd'hui. Tu as plein de gens soi-disant bankable. Ça existait peut-être à une époque où il y avait que peu de films qui sortaient ou peu de choses. Donc, tu allais voir un film avec Louis de Funès qui restait 14 semaines, et c'est génial au cinéma. Aujourd'hui, il y a trop de films, trop de choses. Donc et heureusement, peut-être que si aujourd'hui on produit plus, il y aura moins ce côté bankable. D'ailleurs, regarde la Casa de Papel, j'en ai parlé souvent dans ce podcast. J'ai souvent parlé de la Casa de Papel dans ce podcast. Et voilà, Inconnu au bataillon, que des acteurs qui étaient très bons dans leur rôle. Le truc a cartonné mondialement, et voilà, donc heureusement. Moi, je crois pas du tout à ça. Moi, je crois au mélange d'expériences, comme tu disais, des gens travailler dans ce métier avec des gens qui ont fait le conservatoire ou pas, des gens qui ont appris sur le tas, moi j'en fais partie, et tout ce monde se mélange avec des gens connus, pas connus, d'expérience, pas d'expérience, et on essaye de faire le bon projet, enfin, bien le projet qui est donné. Après, faire des coups, ça existera toujours. Parce que ce qui peut être triste, c'est quand c'est au détriment d'eux et que du coup, on va prendre un tel, alors que le mec devait avoir 40 ans, mais on prend l'autre de 50 ans parce qu'il est plus connu, ou l'autre de 30 ans parce qu'il est plus connu pour jouer le père de famille de... Et avec son fils qui a 20 ans, et l'autre il a 35, donc c'est possible, mais c'est bidon, et on fait des coups qui sont... Mais t'es d'accord que ça existe, du coup? Oui, bien sûr que ça existe. Okay. Ça existe. Après, c'est l'évolution aussi. Internet, pour moi, a mis un truc où on a redémarré à zéro, j'ai l'impression, des choses. Donc en fait, il y avait une forme d'humour, et d'un coup, on a redémarré l'humour, on a redémarré la politique, la danse, le truc. Et donc, il y a des fois, tu vois des trucs, tu te dis, bah, mais c'est niveau zéro sur ce support, en fait, au début. Là, c'est en train d'évoluer très bien d'un côté et très mal de l'autre. Quand tu vois les réseaux sociaux, t'écoutes le sketch de Blanche Gardin sur Twitter, tout est dit, quoi. C'est qu'avant, c'était des bars, les mecs étaient un peu bourrés, et puis on fermait à minuit. Et là, ça reste ouvert, quoi. En gros, faut fermer, enfin, je le raconte très mal, mais elle explique le truc, voilà, faut fermer le Twitter à minuit, quoi, parce que les gens dérapent à un moment donné. Et avant, on disait juste, bah non, t'es un peu bourré, c'est pas grave, t'as dérapé hier. Tu te souviens de ce que t'as dit? Non, je m'en souviens pas. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, t'es un autre jour. Là, tout reste, les gens, c'est du mauvais, en fait. Mais regarde tout ce que Trump a pu dire comme conneries en 4 ans, et le mec a quand même jamais été censuré, et ça a été le président des États-Unis. C'est aberrant. Que le mec puisse dire des horreurs qu'il a dites sur les femmes, sur les immigrés, tout ça. Il n'a jamais rien dit, il y a quand même la moitié de son pays qui a voté pour lui. Bah oui, parce qu'une info en chasse une autre, en fait. C'est-à-dire que Trump va dire un truc raciste, derrière, t'as la sœur de Kim Kardashian qui sort un nouveau rouge à lèvres. Et après, t'as voilà, prenez ce que vous voulez. Une guerre dans un pays qu'on connaît pas trop, donc pas très intéressant, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien. Et après, la sortie de l'iPhone 60. Il y a tellement d'infos. Et voilà. Donc en fait, on est dans ce monde-là. Avant, c'était pas ça. Avant, c'était vraiment plus cloisonné. Là, c'est dans la même journée, ça va trop vite même. Faudrait... Ah bah oui. Est-ce que tu as vu le film, en anglais, c'est The Social Dilemma, sur Netflix en ce moment? Ah oui, derrière vos écrans de fumée. Ah, derrière vos écrans de fumée. Je crois que ça s'appelle comme ça. Tu l'as vu? J'ai regardé, mais en fait, j'ai un gros problème avec les réseaux sociaux en ce moment, donc j'ai pas tenu... Ça parle de tout le côté un peu néfaste des réseaux sociaux. Encore une fois, moi, je suis pour les réseaux sociaux, mais il y a quand même un côté très dark, et ça parle de tous ces gens qui sont donc qui ont été. T'as le co-créateur du Like sur Facebook, le mec était le CEO de Pinterest, un mec qui a travaillé chez Twitter, chez Google, qui ont expliqué, qui ont créé en fait les réseaux sociaux avec une bonne intention derrière. Ils trouvent que c'est vraiment incroyable, mais aujourd'hui ils ont créé un monstre en fait, parce qu'il y a jamais autant de taux de suicide chez les jeunes, il y a jamais autant de taux de dépression. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que il faut pas oublier que Facebook, Instagram, Pinterest, toutes ces applications sont des business. Donc eux, leur but, c'est de faire de l'argent. Ouais. Donc le plus longtemps ils te gardent sur ton téléphone, le plus d'argent ils se font.
Donc en fait, ils ont des équipes, des mecs qui créent des algorithmes pour te faire passer du temps sur les réseaux sociaux. Pour eux, gagner plus d'argent. Donc quand tu regardes comme ça, tu te dis ah ouais. Ouais, ils ont réussi à mettre dans la tête des gens que plus tu as de followers, plus comme ça, bien sûr. Donc ça a ouvert des portes à plein de gens, dont moi d'ailleurs. J'ai la chance et je suis. Oui, tu as un accès au monde qui est fou. Monde et avec ça, c'est vrai que tu parles au monde. Je vis grâce à ça. Mais d'un autre côté, je sais aussi que je pense que tu as une certaine responsabilité quand à un moment donné tu es suivi par certaines personnes ou que tu as des gens qui s'inspirent vraiment de ce que tu fais. Tu as une responsabilité d'avoir un message honnête, authentique et un bon message pour inspirer les gens à faire de belles choses. D'ailleurs, rien n'est obligé sur les réseaux sociaux. Tu peux ne pas être toi-même. Tu peux. Bien sûr. Il n'y a pas de loi pour l'instant contre l'anonymat. C'est-à-dire que si demain tu devais mettre ton passeport pour ouvrir un compte, peut-être que ça changerait les choses. En revanche, mais non, c'est ça, tu te fais pirater, la façon de récupérer ton compte, c'est de mettre ton passeport, ton truc. Et donc, à ce moment-là, ils l'ont. Parce que ça reste dans les données. Après nous, je sais que tous les trois, on a le petit check bleu sur Insta. Ça te permet aussi d'être certifié, authentifié pour que tu puisses pas te faire pirater ou que les gens savent que c'est vraiment toi. Mais tu sais, moi, ça a commencé, je pense, j'avais 17 ou 18 ans, il me semble, un truc comme ça. Mais ma sœur et moi, on a été victimes d'harcèlement. Ça a duré 10 ans. D'usurpation d'identité. Enfin, ça a été une histoire de dingue. La fille a fait de la prison. On a été sur les réseaux. Ouais. On a été passé de brigade en brigade avant que quelqu'un accepte notre histoire et décide qu'elle soit vraie et nous croit. Ouais. Mais il y a eu des enquêtes qui ont duré des années. Enfin, c'est une histoire de dingue. Moi, j'ai eu la chance de bien le vivre et d'être bien dans mes pompes avec ça, mais ma sœur, elle l'a super mal vécu. J'imagine. Et ça a vachement impacté son adolescence. Et elle a déménagé, et la nana a créé des emplois fictifs dans la ville où ma sœur a déménagé pour pouvoir récupérer son CV, avoir sa nouvelle adresse, son nouveau numéro de téléphone. Et donc ma sœur a redéménagé. Et c'est horrible. Tu vois, enfin, un jour j'en parlerai de cette histoire parce que franchement c'est dramatique et t'as des gosses qui en souffrent énormément. Nous on est des adultes donc voilà on sait quand même mettre de la vraie distance. Moi parfois je pose mon téléphone et je zappe. C'est ça. Oui, là on parlait que du côté positif mais t'as le côté ultra négatif. Moi depuis tout à l'heure je parle que du côté négatif. Non mais c'est intéressant. Quand t'es né dans une famille que tu comprends pas, où il n'y a pas de communication, où ils accompagnent pas forcément leurs enfants dans le passage de la vie d'adolescent à la vie de jeune adulte, etc. Les gamins sont livrés à eux-mêmes. Sur ton téléphone, franchement, tu as accès à absolument tout. C'est ça qui est horrible. C'est qu'il n'y a quasiment aucune législation, aucune barrière, aucune protection aujourd'hui. Et c'est normal, en fait, que des gosses se barrent en sucette. Oui, mais parce que c'est ce que tu as dit, Mathieu, c'est qu'aujourd'hui, le business est plus fort. Bien sûr. Et donc, que tu sois gentil ou malveillant, en fait, ça profite aux deux. Donc, malheureusement, c'est horrible parce que ça te fait rester sur les réseaux. Donc tu as de la haine, tu as de la misogynie, de l'homophobie, du harcèlement. C'est affreux. T'as pas que de la vanne et des trucs légers ou des trucs pointus. Ça, c'est tout le côté intéressant, culturel, niveau 0 ou niveau 1000. Ça, c'est génial. Ok, à la rigueur, on fait ce qu'on veut. On veut regarder le truc pourri ou le truc génial. Mais t'as aussi tout le truc dénigrant, néfaste et qui peut aller jusqu'à des actes, des délits, quoi. Et c'est ça, mais moi j'ai parlé à des parents comme ça par rapport à des enfants aussi, dire attention, faut pas qu'ils mettent des photos parce qu'on sait pas qui y a derrière aussi qui regarde. Donc c'est ça qui est super flippant. En tant qu'adulte, je fais gaffe parce que je me dis putain, si jamais j'ai pas envie qu'on voit trop chez moi, j'ai pas envie qu'on soit trop au courant de mon intimité parce que. Bah non, c'est ça qui est flippant. Il faut que ce soit un bon CV entre guillemets, c'est-à-dire que ce soit utilisé à la bonne escient et que ça te serve. Mais d'un autre côté, c'est très intrusif. Oui, mais du coup, les ados, par exemple, ils ont quoi comme CV à dire? Enfin, tu vois, ils sont encore trop jeunes, ils n'ont pas bossé, ils sont pas dans la vie professionnelle. Et ça, on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a aucun garde-fou, aucun gardien. Il faudrait presque que tu puisses avoir accès aux réseaux sociaux à partir d'un certain âge ou à partir de. A priori, c'est dit, mais c'est pas respecté. Ouais, mais tu peux pas, c'est impossible. À partir de quel âge les gosses ont un portable aujourd'hui? Enfin, tu vois, à 10 ans, t'as ton iPhone parce que tu vas tout seul au collège et que les parents ont envie de pouvoir passer un coup de fil et dire ce que t'es bien arrivé. Ce qui est normal. De toute façon, on va y arriver. C'est obligatoire d'avoir des règles là-dessus parce que c'est. Non, mais après, je pense que ça vient de nous. On a eu de la chance, je pense. Alors, toi, peut-être pas quand je vois ta barbe, mais je rigole. D'avoir eu une bonne éducation avec des parents qui ont été là aussi. Mais comme tu dis, si t'es pas bien encadré, ça peut être hyper néfaste. Moi, je sais que j'ai toujours eu, via mon père, via ma mère, j'avais le sport. Tu vois, j'ai grandi dans le sport, donc j'ai jamais été trop connecté là-dessus. Moi, j'avais pas vraiment de vie sociale jusqu'à 17 ans. Et j'ai découvert un peu tout ce milieu. Je m'étais déjà un peu formé en tant que jeune homme. Non, mais t'as raison, parce que même vous qui êtes jeune, c'est la nouvelle génération là qui est à fond dedans. Donc c'est tout de suite dedans, tu plonges.
Et Là, même on- Instagram, regarde, ça a combien Oui, d'années mais Instagram on en connaît des gens qui sont déjà quand même addicts et on connaît Bien des gens sûr. Mais qui- bien sûr, mais tu l'es, je le suis, tout le monde l'est en vrai, parce que tous les jours tu checkes ton Instagram, tous les jours tu veux regarder si t'as pas des messages, ce qui s'est passé, vrai. quelles sont les news, qui a fait quoi. Ouais. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est tributaire de ce truc-là, parce qu'on y va. T'as déjà passé une journée sans aller sur Instagram depuis quelques années? Bah, je pense que c'est rare même d'avoir passé une journée sans son téléphone. quoi. Oui. À moins que tu te forces, il faut que tu fasses un... Non, mais même ne pas avoir touché son téléphone. Parce qu'aujourd'hui, en plus, son téléphone, c'est Ah, c'est un tout. C'est le ordinateur, c'est tout. prolongement de ton bras. C'est voilà. C'est la- C'est ton Fais bureau, tout avec quoi. ça, mais oui, C'est ton bureau. bien sûr. C'est ton assistant personnel. Et aujourd'hui, Mais- si t'en as pas, t'es un peu puriste, tu vois, et tu te dis, waouh, d'où sort ce mec, quoi. Un mec qui vit encore avec un 3310, Ouais, ouais. tu dis, ok, il est pas connecté, le gars, il peut pas checker ses mails, t'es dans la rue, t'es paumé, Moi, t'as j'en pas ta connais puce deux, GPS. des gens Non, mais bah, je qui trouve, ont je que trouve ça leur admirable. téléphone fixe. Tu peux pas les joindre. C'est vrai, C'est fou. je trouve ça génial. Ils participent pas à ça. Ils sont dehors et je pense qu'ils sont très heureux. Bah ouais. Mais C'est vrai que c'est une addiction. Enfin, moi, j'ai un pote avec qui on a fait justement, Bernard Antoine, avec qui on a fait un podcast, qui lui est addictologue et tabacologue à la base, mais il est aussi addictologue. Et il a fait un bouquin sur la cigarette, un bouquin sur la vapoteuse, un bouquin sur les écrans. Obligé. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, ce documentaire sur Netflix, Derrière nos écrans de fumée, Ouais. qu'est-ce qu'il dit ? Tu l'as vu ? Ouais, ils disent Et- que les gens sont addicts et qu'il faut. T'as certaines personnes qui en parlent et qui disent il faudrait tout arrêter. Enfin, il y en a qui disent qu'il faut arrêter les réseaux sociaux. Ça sert à rien. Et que ceux même qui l'ont inventé ont interdit à leurs enfants. Ouais, interdire Ouais. aux enfants d'être dessus. Voilà. Moi, j'ai un petit garçon de 1 an. 1 an, donc c'est un bébé. Il me voit sur mon portable. Hier soir, je suis en train de lui donner à manger. J'ai mon téléphone qui s'allume à côté de moi, qui brille. Il le pointe du doigt. Et je lui dis non, on mange. Et enfin, on mange. C'est pas comme si j'allais lui donner après dans les mains, tu vois, je lui donne jamais. Mais en fait, il appelle parfois, tu vois, son père ou sa grand-mère en FaceTime, donc il a quand même l'habitude oui, il y a un d'avoir ce truc, bah truc-là. oui, déjà, ouais. Il s'est mis à hurler. Et il pleurait. Parce que je lui ai pas donné mon téléphone. Je dis non, il n'y a pas de téléphone. C'est fou. Il hurle. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème, surtout pour le côté négatif, l'anonymat, des gens qui, derrière tout ça, on voit de la négativité, où ça peut aller très loin. Et c'est les fléaux de demain, c'est ça, hein ? Bah malheureusement, oui. Puis même, je pense que, je sais pas, même notre cerveau, je pense qu'il va être pété à un moment par moi, j'ai du mal, hein. Et tout tu ça, sais, tu vois. c'est ce qu'ils Moi, j'ai parlent du de mal ça dans le à documentaire. décider. Ils disent que la technologie, nous, humainement, en termes d'intellect, on n'a pas évolué. Sauf que la machine, elle a évolué à 1000%. Donc elle est 1000 fois en avance devant nous. Donc elle nous, je vais pas dire qu'elle nous contrôle, mais et tu vois, l'algorithme fait qu'ils vont te donner le contenu que tu veux à un certain moment. Ils savent Bah ce que oui. tu aimes, ils savent où est-ce que tu vas aller voir telle Mais là, chose. on parle, telle- à la fin du déjeuner, tu auras des pubs sur ton portable qui seront en lien avec sur ce qu'on a pu le raconter. livre de ton ami. Et moi, je vais vous mettre aujourd'hui... Tobacologue et- Voilà, aujourd'hui, grâce au réseau Gérard Lanvin, avec qui j'ai tourné... Ah, je vais mettre j'adore ce chanteur. Gérard Lanvin, donc, qui est un acteur, et voilà... Jean-Paul, il est resté ami toute sa vie avec ses potes du conservatoire. C'est avec ces gens-là que j'aurais aimé vivre, moi. Si tu veux, la génération dans laquelle je fais partie, il n'y a pas d'amitié là-dedans. Les mecs, tu tournes avec, on se casse, on se voit plus, machin. Il faut la créer, l'amitié. Alors que la génération de ces gens-là, dont on parle, des anciens, n'avait pas ces problèmes-là. Aujourd'hui, un acteur, c'est rien, quoi. C'est sur les réseaux, les machins, les trucs. Ils racontent leur vie chez Michel Simès, comment ils ont eu une colique à 18 ans et tout ça. Tu vois, je veux dire, il y a un moment, ils font plus rêver personne, les mecs, tu vois. Je veux dire, ils sont prêts à vendre leur cul et leur âme, même peut-être pour rester dans le move. C'est pas du tout la mentale des anciens. Voilà, Ouais, c'est donc bien Gérard Lanvin, j'embrasse. Merci Gérard Lanvin. Et grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, il a posté ça. C'est étonnant parce qu'on en parle. Et tu vois, j'ai percuté, j'y ai repensé là. Et il a tout résumé pour une partie. Et je trouve que voilà, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et c'est qu'il y a aussi ce côté-là. Il y a le côté très négatif du mauvais esprit, du harcèlement, ce qu'on disait là. Mais il y a aussi le côté de les gens se parlent plus, il n'y a plus de bande, il n'y a plus de trucs. C'est du coup l'objet de ce podcast aussi de parler, cherche pas à faire de buzz, de clash. Quand est-ce que tu as eu un problème, Mathieu? Tu nous en parlais. Tu vois? Mathieu Forget, son clash. Tu vois, aujourd'hui, c'est ça, c'est horrible. Ah ouais. Et justement, non, on parle, on se raconte des trucs. Comme je disais tout à l'heure, on se raconterait un autre truc si on le refaisait une autre fois. Et on se rend compte, on se connaît pas forcément, on n'a pas besoin d'eux. Et voilà, c'est juste passer des bons moments, participer à un truc en plus. Un truc On humain, laisse le ramener un temps, petit voilà, peu humain, d'humanité, voilà, un en peu fait. d'humanité. Et là, Lanvin, il dit tout là-dedans, quoi.
Mais Tout est dit. tu le vis, non, sur les plateaux de tournage. Moi, je pense, quand heureusement. Quand tu coupes, Ouais, t'as Bim. vachement ce truc-là, et puis de gens aussi qui veulent être entre eux, soi-disant d'un milieu, alors que, tu vois, qui sont copains parce que tu peux avoir... Il y a aussi ça, quoi. Bah Paloma, juste pour mettre les choses au clair, moi, Oui. tu sais que je suis pote avec toi juste parce que j'attends voilà. que tu deviennes très connu en France, qu'après tu puisses me mettre sur un Oui. film, parce que moi, je le ferai voilà. avec un immense plaisir de toute façon. Ah, Merci. si dans 3 ans t'as pas booké un gros film, bon ben je fais pote avec une autre copine, quoi, tu vois. Tu vas être optimiste pour Oui, moi, s'il te d'ailleurs, plaît. l'amitié homme-femme, tiens, c'est intéressant. Depuis tout petit, moi, j'adore les choses qui brillent. J'aimais faire des billes quand j'étais petit. J'aimais, des jeux qui étaient un peu des jeux de filles d'une manière ou d'une autre. Des billes ? Non, pardon, des perles. Tu sais, quand tu prenais, tu faisais des oui. colliers de perles, Oui, des parce choses que, comme ça. attention, hein. Ouais, c'est pas la même chose, ouais. Mais j'adorais la danse, j'adorais danser, j'adorais la peinture, et j'étais pas foot. J'ai jamais aimé le foot, le sport d'équipe où tu te rentrais dedans, tu te tapais pour tomber par terre, ça me saoulait. J'ai fait que des sports un peu, non, c'est Ça, vrai. c'est le foot américain. Ouais. Ils se mettent d'abord un coup de poing, et après, on va chercher la balle. Mais d'abord, je t'ai mis un coup de Mais j'ai poing, je t'ai toujours- mis par terre. Mais même, tu vois, moi j'ai beaucoup joué au tennis, j'ai toujours fait des sports individuels. Les trucs en équipe avec plein de garçons, ça m'a jamais. C'est vrai que moi, je prenais ma douche à la maison. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai joué beaucoup au foot, donc le soccer, parce que lui, il est un peu américain, donc je dis le soccer. Moi, je prenais ma douche ou mon bain. J'ai pris beaucoup de bains à une époque avant d'être concerné par l'écologie. Avant Greta Thunberg. C'est vrai, nous, on n'a pas connu ça. Ouais. Du coup, on prenait des bains avec encore la terre sur le genou parce Faux. que t'es tombé. Il y avait quand même Nicolas Hulot. Oui, c'est Il vrai. faisait Ushuaïa. Ouais, c'est vrai. Non, tu as raison, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que moi, je n'aimais pas prendre la douche tout de suite. Oh, voilà. Toi, on n'est pas tout de suite copains comme ça. Ouais. On va pas tout de suite se montrer sous la douche. Mais toi, Matt, t'as un mec qui a une vraie sensibilité et une vraie douceur. Vraiment. Merci. Non, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça peut-être que t'as un côté... Enfin, j'aime pas dire les femmes sont comme ça et les hommes sont comme ça parce que c'est complètement faux. Mais en tout cas, t'as ce côté un peu arrondi, tu vois, un peu léger que peuvent avoir les nanas qu'on recherche parfois chez un homme pour discuter, être comprise, échanger, tu vois. Mais c'est peut-être parce qu'en fait, moi, je me compare un peu à Mathieu aussi. C'est que nous, en fait, on n'a pas de problème. On a eu une enfance heureuse, on a eu beaucoup de chance. Et du coup, on n'a pas à se prouver des choses. Donc, en fait, on est bien dans notre peau. Pas vrai? Mais c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Et ça On en paraît con parlait de il dire y a ça. pas longtemps avec Matt. Quand t'es bien dans ta peau, du coup, t'as pas forcément l'ambition de... Parce que tu dis, bah, de toute façon, moi, je pense que je peux y arriver, en tout cas, à être heureux. Déjà, c'est le truc le plus important. Et le plus difficile. Voilà, être bien dans ma peau, et c'est gagné. Après, le reste n'est que du bonus. Ouais. Et du coup, t'as pas besoin de passer devant quelqu'un, de faire un croche-patte, T'es tranquille, quoi, je pense, hein. Ouais, non, mais Et, c'est vrai. et c'est vrai que c'est une chance aussi d'avoir vécu une enfance heureuse, Toi, t'as grandi où? avec des parents bienveillants. Moi, j'ai grandi en Corse et dans le sud de la France. Où ça, en Corse? J'ai une double culture. Ça- En Corse, ça c'est sûr. Toi, t'étais où, à Paris? À Paris, ouais, mais moi j'ai des origines corse par mon arrière-grand-mère et j'ai passé beaucoup de temps en Corse aussi. Bah, voilà. Mais pas- Corse, le pays de la bienveillance, de la rigolade et du bien dans sa peau. Et de la légèreté. De la bonne chair. Non, ça, c'est l'accent du sud. Enfin, l'accent corse, je vous ferai Et dans une- le sud, t'étais est ou ouest? T'étais east Ah ouais. side ou west side? Mais j'adore le sud-ouest aussi, hein. Là où tu as passé tes étés. Biarritz. Qu'est-ce que je kiffe Biarritz. Il y a une bonheur, belle mentalité Biarritz. du sud-ouest, hein. S'ouvre une petite huître, petite saucisse de volaille, Un petit coup de surf le matin. un petit coup de surf, derrière un feu de cheminée. Ouais. Je te fais un petit calamar persillé, hop. Oh là là, les C'est chipirons. parti, quoi. Les chipirons. Oh là hein. là. La vie. Et du coup, quelle est votre inquiétude ou pas par rapport à la situation actuelle, par exemple? Ça vous inspire ou pas du tout? Vous n'avez pas envie d'en parler? Non, moi ça m'inspire, mais Qu'est-ce que vous vous dites, vous, là, Est-ce que vous pensez qu'on sera sauvé par un vaccin? moi j'ai envie de te dire, moi je ne me ferai pas vacciner. Enfin, il y a rien qui rentrera dans mon sang qui a été créé en 6 mois. Maintenant, est-ce qu'on va nous l'imposer ou pas? Là, pour moi, c'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'on va nous laisser la liberté de choisir ou pas de s'injecter ce machin-là? Ouais, moi, pour répondre à ta question, j'ai. Ouais, il y a des gens qui pensent que tout ça est exagéré. Aussi. Ouais. Non, c'est grave ce qui se passe, c'est très grave. Il y a moi, tous je les pense. avis, en fait. Ouais. Bah, si tu veux, moi, je sais ce qui se passe. Mais pour pas te mentir, j'ai dû. Tu es infectiologue, hein, toi, je Ouais, rappelle. ouais. Mathieu. Mais je Non, ne- c'est important de préciser avec Ouais, qui on a affaire. Tout à fait. Mais je le ressens pas autant que ça, seulement parce que j'ai beaucoup de chance et en fait, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Donc, je pense entre autres le digital et les réseaux sociaux sont devenus
ça a ouvert quand même. Aujourd'hui, les gens sont tous sur leur téléphone, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, donc les marques ou les compagnies investissent de l'argent dedans. Donc ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité. La pandémie organisée par les GAFA. Voilà, tout à fait. Organisé par Facebook. Et... Ça peut être une... À un moment donné, il y avait, aux États-Unis, j'ai entendu dire que c'était un coup monté de TikTok, vu qu'il est un groupe chinois, qui voulait plus d'utilisateurs en Chine, aux États-Unis. Donc ils ont balancé un petit virus dans le monde entier, comme ça les gens restent chez eux et tout le monde s'est mis sur TikTok. Je sais pas si j'y crois à 100%. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que la réalité dépasse la fiction, donc on se dit pourquoi pas en fait. On dirait demain, bah oui, bien sûr, voilà, oui, ça a été organisé pour relancer l'économie. Tout le monde dira, ah ouais, quand même, putain, ils ont été loin. Hein. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'on fait là? C'est quand Roland-Garros? C'est juin? Ah bah ça vient, ça revient en juin. Tant mieux. Tu penses qu'on passerait aussi vite à autre chose? Moi je pense J'ai que ça va passer d'un coup comme ça. Ouais, mais je sais pas trop là Mais moi ce que je trouve juste dingue, c'est alors après. C'est génial, hein, parce qu'on sait pas, donc c'est super de parler d'un truc qu'on sait jamais. pas. On saura jamais, va savoir. Kennedy, moi je sais. Après voilà, je suis pas là pour. Je sais. Non mais en Chine, et alors. On n'est pas au courant à 100%, mais en tout cas, moi, les images que j'ai vues... Est-ce que ça existe vraiment, la Chine, d'ailleurs? À ce qui paraît, le podcast qui se termine. Mais à ce qui paraît, c'est tout petit. C'est comme la Suisse, c'est tout petit, en fait, la Chine. Mais j'ai des copains qui sont là-bas ou qui ont des amis là-bas, ils me disent qu'il n'y a plus rien. Pas de masque, les business sont ouverts, boîtes de nuit, ils vivent comme normal. À Wuhan, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu ce festival de musique électronique dans de l'eau qui s'est passé genre 2 mois après le virus. Wuhan, ils étaient là à faire la fête, il y a des images, ils sont... Mais je suis sûr, t'as peut-être 3000 personnes dans une piscine comme ça. Grande piscine, hein. Ah ouais, non mais énorme, genre un parc aquatique à faire une soirée dans l'eau. Alors est-ce que les Chinois sont je pense qu'ils sont déjà un peu plus organisés et moins révolutionnaires que les Européens, et surtout les Français. Donc ils sont peut-être vraiment confinés. En fait, je sais pas. Enfin, on sait pas. Le plus flippant, je dirais, c'est un peu la dramatisation de tout. C'est ça on a envie d'être plus encouragé, de dire attendez, on va s'en sortir. L'humain, enfin pour moi, t'as toujours envie d'entendre ça, quoi. Ne vous inquiétez pas, on va gérer l'histoire, on va s'en sortir. Moi, j'ai toujours vécu là-dedans, donc ça me fait très bizarre quand on dit oh là, on sait pas ce qui nous arrive, ce qui nous tombe dessus. Là, c'est grave, c'est la guerre, c'est chaud. En fait, et en fait, quand t'as pas été éduqué là-dedans, ça te fait d'un coup, c'est même pas que ça te fait flipper, c'est que tu dis ah putain, c'est triste en fait de pas se dire on va tenter le coup, quoi. Tu vois, moi j'ai toujours fait l'inverse des sports collectifs, enfin du foot uniquement en fait, mais qui s'invente une vie. Mais du coup, même si tu as 5-0, tu te dis on peut gagner nous à la mi-temps. On peut gagner 6-1. 6-1. 5-0, 6-1. Le mec, il sait pas du tout parler. 6. Ouais, j'ai voulu faire un truc de tennis. C'est pour ça. Non, mais je sais pas, ce qui fait flipper, c'est de se dire c'est la merde, on sait pas si machin. En fait, c'est... Enfin, pas flipper, mais qui est... c'est flippant. On te dit on est en état de guerre et après les premières solutions proposées, finalement, on est reconfiné. Donc, c'est qu'en fait, on n'avance pas. Mais du coup, non, mais t'as envie qu'on dise... Mais comment veux-tu qu'on te rassure alors que c'est de pire en pire? On peut pas te dire t'inquiète pas, tout va bien se passer, alors que dans le fond, les chiffres ne font que grandir. Et moi, je viens d'avoir un enfant. C'est pas cool d'avoir 20 ans en 2020. Putain. Waouh. Heureusement que j'ai plus de 20 ans. J'ai 26 ans, donc ça va. Moi, je me suis pas senti concerné. Toi, il dit c'est pas cool d'avoir 20 ans, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, il a dit. Le président de la République française, c'était en 2020, il a dit ça. Et à l'époque, parce que ce podcast va être diffusé en 2028. Voilà. Et c'est vrai que moi, comme j'ai 26 ans, je me suis pas concerné, donc moi je me dis ça va passer comme une lettre à la poste. Un coup de vaccin, un aspirine, un Doliprane, c'est réglé. Hein. Un peu d'hydroxychloroquine et c'est géré, quoi. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu se concentrer sur soi-même et il faut juste essayer de faire. Moi, je pense que si on positive tous, voilà, exactement, parce qu'on va pas parler de politique ici, c'est pas le but, et puis ça intéresse personne, c'est tellement complexe, tu vois. Après, tout le monde peut donner un avis différent. D'être le moins négatif possible et de faire le plus de positivité autour de nous. Voilà, comme ça, par exemple. Non, mais j'y crois à ça, c'est le pouvoir de la positivité, la positive attitude. Ouais. Notre ami Laurie. Good vibes only. Non, mais c'est vrai, t'as résumé, en fait, Mathieu. Moi, je vais pas te mentir, je m'y connais pas du tout en politique. Je m'y connais pas du tout. C'est juste dans son attitude journalière d'être humain, homme ou femme. Moi, je pense que le job d'un artiste aujourd'hui, c'est de communiquer son parcours, son histoire, être honnête et être authentique à ce qu'on vit dans le moment présent et faire plaisir aux gens. Et moi, depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'être un entertainer. Tu vois, j'ai envie de faire du bien autour, j'ai envie de faire rigoler, voir les gens. Moi, j'aurais dit entertainer. Tu vois? Ouais. La différence. C'est 10 ans aux US, quoi, c'est ça. Tu fais aussi de la politique parce que tu fais, par tes actes, par...
Un peu de good vibe tous les jours, ça fait du bien, un peu de soleil et tout. On peut faire aussi de la politique positive, c'est-à-dire envoyer du bon aux gens, tout simplement. C'est pas que avoir un avis sur se faire vacciner ou pas. Non, certainement pas. Ou croire ou pas en une pandémie, ou être complotiste ou pas. Un petit peu de douceur les uns envers les autres, un peu de bienveillance. Je crois que c'est ce dont on manque le plus. Ce serait déjà ça le premier adage, ouais. Déjà d'être bienveillant. Essayez en tout cas. Essayez de pas s'énerver pour rien, d'être positif, d'envoyer des bonnes ondes. Ouais, de pas toujours juger. Et de voir le côté positif, de pas rentrer dans une pièce en me disant « Ah putain, faut que je me méfie, faut que je fasse gaffe. » Donc je suis le premier couillon peut-être, parce que tu te fais arnaquer, tu te fais carotter. C'est pas grave. Mais moi je suis bien, moi je dors bien. Mais t'apprends, ouais. Non mais voilà. Depuis que je suis arrivé à New York, je me suis toujours dit, j'ai envie d'être un yes man. Ouais. Il me dit quelque chose, ok, j'y vais. Alors des fois c'est la taupe. Et des fois c'est des super expériences. Mais souvent, pour moi, les plus belles expériences sont celles que tu t'y attends pas. Tu dis oui à une amie qui te dit, bon, on se retrouve là avec des copains. J'en ai mille des exemples comme ça. Mais les meilleures histoires viennent toujours comme ça. Alors que tu veux tout calculer, tout machin, tout assurer, inviter machin, parce que ça va te servir. Enfin, moi, j'ai jamais été. J'étais invité par un mec à faire un podcast. Bon, voilà. Et derrière, j'ai fait un podcast. Et voilà. Enfin, non mais tu vois, c'est vrai. Mais c'est intéressant de rencontrer un grand mathématicien et de lui demander est-ce que tu vis dans le moment ou est-ce que tu calcules toujours tout. J'aimerais bien savoir. Genre Einstein, il était comment? Est-ce qu'il était genre un peu mode hippie, genre fumer des ouinges et dire bon cool, ou est-ce que ou c'était bon, je mange à 9h45, à 9h47 j'ai mon café, à 10h je travaille sur ça. Tu vois, est-ce qu'ils sont hyper carrés? Oui, et puis il y a la vie aussi. Ouais. Moi j'ai un ami qui a passé 8 mois à l'hôpital l'année dernière. 8 mois à l'hôpital à l'IT. Où cet ami dont je parle a failli crever, vraiment à 2 jours près. Après, il y a eu le coronavirus. Lui, sa mentalité aujourd'hui, il a un truc qui tombe par terre, il le ramasse, il va pas se dire « Oh, je me suis pas lavé les mains ». Il est dans un autre monde, il s'est dit « J'ai échappé au… » Donc lui, son appréhension de ça, c'est bon, oui, bien sûr, on va pas embrasser tout le monde, on fait gaffe. Mais en fait, lui, il était déjà passé de l'autre côté, donc il n'a pas cette mentalité de peur, de trucs, de machin. C'est pour dire qu'on réagit différemment par rapport à ce qui nous arrive dans le quotidien ou notre expérience, quoi. Mais sachant que comme ce déjeuner, en fait, à l'instant T, tu réagis comme ça et 1 heure plus tard, tu n'aurais pas réagi comme ça. Là, on est bien, on est tranquille, on est posé. Mais tu vois, si on était traumatisé par la situation, déjà, on ne serait pas là, par exemple. Moi, je serais resté enfermé chez moi. Non, mais il y en a, moi j'en connais, des gens qui n'ont pas bougé de chez eux depuis le mois de mars. Et je peux les comprendre aussi, parce qu'ils ont vécu d'autres choses dans leur vie qui font qu'ils flippent grave. Et en fait, le plus flippant de tout ça pour moi aujourd'hui, c'est de me dire, putain, même ceux qui gèrent les choses n'arrivent pas à apaiser les choses. Donc c'est ça qui est flippant, c'est qu'on aura envie d'être... on a envie d'avoir les parents ou les grands-parents au-dessus qui disent « Mais non, vous inquiétez pas, on va tout gérer. » Bien sûr, mais tu peux... En fait, c'est ça qui est déstabilisant, je trouve, aujourd'hui. Ouais. C'est qu'il n'y a pas les parents et les grands-parents, quoi. Et on dit « Bah ouais, c'est peut-être super grave. Peut-être la fin des haricots. » Mais c'est là, en fait, où je pense qu'il faut juste mesurer un peu tes décisions par rapport à ce qui se passe, tu vois. C'est juste, tu peux pas... Même si toi, tu vas bien et que t'es super heureux, etc., ça t'autorise pas à aller faire des dîners ou des mariages à 200 personnes. Parce qu'il faut prendre des précautions, etc. Faut pas, moi, je suis ouverte sur le fait que voilà, des gens puissent se voir, on bosse, on truc. Mais il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Tu vois, faut pas non plus, faut pas tenter le diable en fait. C'est que t'as quand même des gens qui vont être confrontés à la mort et à des trucs super graves. Et juste pour ces gens-là, je pense qu'il faut un tout petit peu de respect et penser que voilà, on n'est pas tout seul et que même des petits, tu vois, moi mon fils, quoi qu'il arrive, s'il l'a, il sera asymptomatique, mais en même temps, je me dis, j'ai pas envie qu'il le chope, tu vois, même s'il a rien. La question là, si demain, je pose cette question, il y avait, tu te rappelles le film des Avengers quand Thanos il fait et la moitié de la population disparaît. Si on te dit pour le futur de la planète, à un moment donné, il y a un mec qui va arriver, quelqu'un, il va éliminer juste 1/3 de la population. Tu peux en faire partie. T'es pour ou t'es contre? Mais ça va sauver le monde sur les 100 prochaines années. Mais tu peux disparaître du jour au lendemain, tu sais pas. Est-ce que t'es pour ou t'es contre? Mais moi, pour le coup, si demain on me dit, toi ou ta mère ou ton frère, vous pouvez peut-être disparaître, mais sur 60 ans, vous avez sauvé la planète. Moi, je pense, je dis ok. Je prends le risque, ouais. C'est pour le bien collectif. Toi, tu fais quoi? Ouais, c'est vrai que c'est... T'es pour ou t'es contre? Je pense qu'après, quand t'as des enfants, tu te dis que t'es pour. Et pour tes enfants. Mais toi, tu peux rester en vie, mais tes enfants peuvent disparaître. Tu sais pas. À un moment donné, il y a... Ah oui, voilà, c'est ça. Ah là, elle est là la question. Mais pour le bien du monde, soit le monde meurt. En fait, c'est pas dur. Soit le monde meurt dans 50 ans, soit dans 200 ans, il est toujours en vie. Mais il faut que demain, il y ait un choix. Et c'est un vote comme aux États-Unis. Le monde décide.
Je sais pas. Moi, tout ce que je dis, c'est essayons de dédramatiser, ce qui est quand même très facile à dire, mais si on peut, en tout cas, aider là-dedans, quoi, parce que qu'est-ce qu'on est, nous, on est des petites gouttes dans l'univers. Et je pense que Mais juste avoir une attitude de dédramatisation, en fait. Ce qui fait flipper, c'est ça, c'est des gens les uns contre les autres, pourquoi, tu vois, les Moi, luttes ma de mamie, je pouvoir, de l'appelle, succès, les trucs. je raconte des blagues, je fais tout pour qu'elle soit... Même si elle est seule, ma mamie, je l'ai pas vue depuis... elle a 85 ans, je l'ai pas vue depuis le mois d'avril, je pense, un truc comme toi, ça. t'imagines que tu peux parler de mamie. Moi, je peux plus en parler depuis combien d'années déjà. Tu vois, c'est ouf, aussi. Toi, le monde est mal fait déjà. C'est pour ça que je suis un peu pour Google et tout, le transhumanisme, et vivre jusqu'à 650 ans, parce que le nombre de gens qui sont plus là, et avec qui t'aimerais être là, c'est horrible. Bien sûr. Tu vois? Donc déjà, c'est très mal foutu, ça. Déjà, bossons... Tu veux que je te prête ma mamie? Je te prête ma mamie, tu vas l'adorer. Déjà, bossons là-dessus, parce que c'est fou. Tu vois, après, tu retrouves des trucs, tu retrouves des mots, des cris, une carte postale. Oui, les cartes postales, ça existait avant, pour ceux qui nous Moi, écoutent. ma mamie, elle me fait des broderies. Chaque Non, mais anniversaire, voilà, c'est chaque génial. Noël. Tu dis, c'est là où c'est très mal fait, c'est là-dessus qu'on devrait bosser. Moi, je suis pour de vivre jusqu'à 650 ans, comme ça tout le monde se voit à peu près. On a vraiment participé dans la maison familiale à tout. Non, écoutez, moi, je sais pas quoi rajouter. On a quand même fait pas mal de sujets. On était un peu à droite à gauche. Moi, je veux dire, je suis très fan de tes petites vidéos confinement avec tes filtres qui te J'ai déforment vraiment la gueule. l'intention de travailler le filtre. Ça me donne j'ai ça tellement envie de dire des trucs avec des personnages. Les personnages, j'adore. Moi, j'ai toujours adoré les personnages. Mais je les trouve très drôles. Tu vois? C'est Jérôme Niel aussi qui fait ça pas mal. Ouais, non, mais c'est super le truc. Il est trop drôle, tu vois, ouais, il est excellent. J'adore. Non, mais heureusement. Mais moi je pense que c'est un peu notre devoir en tant qu'artiste, Ouais, moi, comédien, je suis d'accord humoriste, de faire de la danseur. connerie. Moi, c'est ça. En ce J'ai moment, rien à foutre de c'est- dire, je suis en train de prendre un café avec Bernard à la plage. ça, c'est la vie privée de chacun. Ouais. Moi, par contre, ce qui me plaît, c'est d'essayer de faire marrer les gens. Ou Surtout en pas, ce moment. ou de, comme tu dis, d'interpeller, quoi, de faire un truc artistique. Moi, je suis Surtout en d'accord. ce moment, parce Ça que doit servir à ça. les gens ont besoin de ça, les gens ont besoin. Ah ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je vais moi, je suis continuer à à en fond faire un dans max. la création. En ce moment, je pense que tous les artistes doivent vraiment. Ce sont les seuls aujourd'hui qui peuvent un peu aider les gens à décompresser et à rêver un petit peu. Si tu vas pas regarder un analyste, il va pas te faire rêver. Tu vas pas regarder un politicien, il va te faire stresser. Les artistes ont besoin en ce moment. Et c'est quoi ton projet futur, là? Ce que tu as envie de faire? Le truc que tu aimerais monter? Alors, Moi, ça serait monter ma série, faire ma série. Voilà, je le dis. moi, En fiction. Moi, j'aimerais faire un spectacle, mais bon, le problème, c'est que c'est un peu compliqué en ce moment, avoir des gens dans une salle, mais j'aimerais beaucoup monter un Ouais, spectacle. mais bon, ça t'empêche pas déjà de travailler dessus. Ouais. Ouais, il faudrait. Non, j'aimerais bien monter un spectacle parce que moi j'ai tellement travaillé sur le digital et avec ces téléphones et si tu veux, j'étais vu un peu partout dans le monde. J'aimerais bien pouvoir rapporter en fait toute cette un peu communauté à quelque chose de réel où tu peux vraiment changer avec les gens. Et où on te voit en vrai. Voilà, on me voit en vrai parce que je pense qu'en plus, comme Ouais, c'est les vrai. réseaux sociaux doivent être un outil pour ramener à quelque chose, si tu veux. Moi, je suis d'accord. Mais c'est rien de mieux que d'être dans une salle. Oui, et de partager avec les gens et de pouvoir. Et j'adorais. Moi, nous, on allait voir le spectacle de Léo Walk là, avec la Marche Bleue. Mais j'adorais, tu vois, le fait que ce soit un danseur créatif qui ait monté un petit spectacle avec son univers. Ça ramène les gens ensemble et de voir le public là, et de voir que les gens veulent danser avec lui. Moi, c'est un truc qui m'a, surtout à New York, vivant là-bas, avec t'as tellement de cabarets, de restaurants, Ouais, boîtes c'est de ouf. nuit avec des shows. Moi, j'ai dansé dans des shows, j'ai été directeur artistique sur certains. J'ai envie d'avoir le mien un jour. Donc ça, c'est vraiment un projet qui m'intéresse et je pense d'ailleurs qu'une fois qu'on sera sorti de ce confinement, les gens auront envie de se retrouver soit il y a un vaccin, pas de vaccin, quoi que ce soit, mais les gens voudront être ensemble et partager des moments forts. Donc j'adorerais, même peut-être à Paris, avoir un endroit où je peux dire venez, on se retrouve, on danse, on rigole et on passe un bon moment. Ouais, mais je suis d'accord. J'adorais faire ça. Léo, son spectacle, je l'ai vu la première fois à Biarritz. Et à la fin, il y avait déjà eu du coup le premier confinement. Et à la fin du spectacle, ils mettent une chanson et tout le monde danse. C'est-à-dire qu'ils demandent à tout le public de se lever et tout le monde danse et tout le monde lâche prise. Et le lâcher prise, c'est quand même un beau cadeau en fait à se faire et à faire aux autres, vraiment. Ouais. C'était ouf. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça après de voir en vrai Moi, d'ailleurs, c'est pas pour en parler, mais j'ai fait un spectacle que vous pouvez voir en VOD toutes les plateformes, qui s'appelle Presque Seul, le mec qui fait sa promo. Ouais, mais non, mais franchement, c'est une expérience. J'aurais jamais pensé faire ça, mais à un moment donné, j'ai eu envie. Tu vois, comme tu dis, à un moment donné, c'est venu à moi, j'ai eu envie de raconter un bout de l'histoire du métier de comédien, et peut-être que j'espère trouver une idée et un thème pour un second spectacle. Mais je trouve ça génial, d'être en vrai avec les gens.
T'es super à l'aise Ouais. avant de monter sur scène et tout, c'est un truc qui t'effraie pas du tout. Ah ouais, non, j'ai adoré. Après, t'as les premiers jours. T'as une semaine où t'es un peu stressé parce que tu sais pas quand. bien sûr. Et une fois que t'es bien, parce que moi, j'aime pas le stress, justement. C'est pas un moteur. Il y en a pour qui ça peut être bien, moi, pas du tout. Et une fois que t'es à l'aise, après, tu trouves des nouveaux trucs, tu réécris, mais d'être sur scène, c'est vraiment exceptionnel, je trouve. C'est un truc qui est fou avec les gens. Il y a un partage et une osmose qui est dingue, en tout cas. Et toi, quel serait ton Ton truc de bien-être? Ouais. Ton bien-être futur, Paloma. Non, mais t'en as parce plusieurs, que, mais t'en ouais. as un qui était pas mal. Enfin. Ouais, mais ça, c'est vraiment à l'état de projet. Donc, À part c'est- l'idée de monter ton parc aquatique à Dubaï, qui coûte... Avec des lions en laisse Voilà, et ça des coûte un ours peu polaires cher. en cage. Je sais pas, moi, je ne suis faite que de rêves. Je voudrais... moi aussi, je voudrais écrire parce que j'ai deux films que j'ai commencé à écrire l'année dernière qui me tiennent vraiment à cœur. Et après, j'aimerais bien aussi justement faire ce qu'on est en train de faire, en fait. Libérer un peu la parole et aider... Producteur, qui est pas loin. Non, mais, mais je trouve justement, ça moi, important en fait, je... De prendre du temps, tu vois. T'imagines, on parle de tout, de rien, on passe d'un sujet à l'autre, on prend vraiment le temps, quoi. En fait, je me suis rendu compte, j'ai créé une asso où j'aide les mamans en difficulté. En fait, je me suis rendu compte qu'en faisant du bien aux autres, en fait, tu faisais du bien qu'à toi. Malheureusement, et quelque part, c'est super parce qu'on fait aussi des choses pour les autres. Mais en fait, celui qui se lève le matin encore plus heureux que la veille, c'est toi-même. Donc, je trouve ça fou. Et du coup, notre métier de comédien, c'est un métier d'éponge où tu te nourris d'absolument la moindre mouche qui passe devant toi. Et je trouve ça cool en fait de pouvoir partager ça avec d'autres gens qui en ont besoin, parce qu'en fait ces gens dans le besoin finalement te donnent aussi beaucoup. Donc je sais pas encore sous quelle forme ni comment, mais je trouverais ça cool de pouvoir partager, faire des exercices avec des gens. Et en fait, souvent, parler avec des gens que tu connais absolument pas apporte une neutralité qui met tout le monde au même niveau Oui. et qui permet d'enclencher des choses que tu te permettrais pas de dire avec ta famille, tes potes, etc. Donc, Moi-même, je me retrouve à parler avec vous alors que Ouais. je parle pas du tout dans la vie. ça se sent. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous auriez une sorte d'adage ou de citation, un truc, une sorte de mantra qui pourrait... Moi, la mienne, c'est Clémenceau qui l'a dit, c'est « La vie est une œuvre d'art ». Très beau, hein. Applaudissements, s'il vous plaît. Clément. Ah, le fromage. Voilà. Merci, docteur. Paloma, tu as un adage, une citation, un truc qui te... Je sais pas, il y a une phrase que mon père me dit depuis que je suis toute petite que j'adore, Ben voilà. qui dit que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Voilà, ça c'est une phrase que j'aime bien et qui me répète tout le temps. Moi, je vais vous dire un truc que j'ai écrit ce matin. Je m'attendais à ça. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut pas se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc évidemment, c'est pas moi qui ai écrit ça. Mais c'est un peu en rapport avec notre époque. Je vous laisse là-dessus. Moi, je vais finir mon verre de vin. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et Cocojet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.